Jeûner, ça veut dire ne pas manger. Et on jeûne tous naturellement. La nuit, on arrête de manger. Et puis après, il y a des jeûnes plus ou moins longs. Vous pouvez avoir un jeûne où il y a juste l'alimentation, un jeûne où vous jeûnez, vous prenez pas d'eau aussi, un jeûne séquentiel, c'est le jeûne intermittent. Et puis après, on peut se poser la question. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Et on dit souvent dans cette émission, la santé est dans l'assiette. J'ai invité le professeur Gabriel Perlemuter. Ça fait plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé. Vous êtes chef du service hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Vous êtes le chercheur le plus discret que je connaisse, puisque vous n'aimez pas qu'on parle de vos recherches souvent, la plupart du temps. Oh, c'est pas tout à fait vrai quand même, parce que le travail de recherche doit se faire connaître. Il est connu de façon internationale dans le microcosme scientifique, ouais. Sur le microbiote, sur le foie, sur l'alcool, sur l'alimentation. Et il est quand même connu grâce à vous, grâce au livre que j'ai écrit. Donc, il n'est pas si discret que ça. Vous êtes également nutritionniste. Vous êtes un enfant de la balle, puisque vous êtes le fils de Léon Perlemuter. Googlez. Voilà, papa était chef de service. Une sommité que vous avez suivie finalement. Voilà, qui était chef de service pas loin d'ici, à Créteil, en endocrinologie, diabétologie et nutrition. Vous êtes celui qui a relancé l'intérêt pour l'organe clé du corps, le foie. Ça a donné beaucoup d'idées aux autres derrière. Alors le foie fait 1,5 kg, c'est mon organe préféré. Je suis hépatologue au départ, et puis à partir du foie qui est tellement central et du microbiote, on a décliné ça sur l'alimentation. Parce qu'il n'y a plus de virus. Le virus de l'hépatite C, on le traite très bien. Le virus de l'hépatite B, on est vacciné. Et on pourrait penser qu'il n'y ait plus de maladie du foie. Or, c'est juste le contraire. Il y a de plus en plus de maladies du foie. Il y a de plus en plus de cancers du foie. Et c'est lié à notre alimentation, à notre mode de vie. Oui, parce que quand vous avez commencé à exercer, c'était votre quotidien. Quand j'ai commencé à exercer... Et il n'y avait pas de traitement. Absolument. Et j'ai commencé à exercer, j'ai fait ma thèse d'université, ma thèse de sciences sur l'hépatite C, l'interaction entre le virus de l'hépatite C et le métabolisme des graisses, sachant que dans le cycle viral, le virus de l'hépatite C se liait à ce qu'on appelle à des lipoprotéines. Et maintenant, cette thématique est complètement obsolète, ce qui montre que la science, les intérêts de la science ont une durée de vie limitée, puisque maintenant il y a des traitements très efficaces. La cirrhose ? La cirrhose est toujours présente, mais la cirrhose a d'autres causes. La cirrhose, c'est maintenant une cirrhose liée au surpoids et ou à l'alcool. Bien. Bon, on ne va pas en parler ce matin, puisqu'on va parler de votre nouveau sujet, le jeûne intermittent. Vous publiez « Jeûner en mangeant », toutes les réponses aux questions que l'on se pose sur le jeûne intermittent. Ça va quand même avec, parce que quand vous faites ça, quand vous prenez soin de vous par la façon dont vous mangez, vous allez aussi prendre soin de votre foie. Un livre issu de vos consultations, puisque vous recevez énormément de personnes en surpoids. En surpoids, qui ont des maladies du foie liées à l'alimentation, qui ont un début de diabète lié à l'alimentation. On est aussi un centre spécialisé de prise en charge de l'obésité. Et donc, en fait, ce livre vient de tout ce que j'entends chez mes patients, de toutes les questions qui se posent. Les patients sont frustrés quand on leur dit manger toujours équilibré, parce que ça leur enlève une certaine liberté. Quand on dit à une personne, et d'ailleurs je ne leur dis jamais de faire un régime, tout de suite la personne se sera frustrée et va avoir faim, et c'est juste le contraire de ce qui se passe pour la prise en charge de problèmes alimentaires. Il faut juste réfléchir autrement, sinon il n'y aurait pas tous ces problèmes. Jeûner, ça veut dire quoi ? Alors il y a plusieurs types de jeûne. Jeûner, ça veut dire ne pas manger. Et on jeûne tous naturellement. La nuit, on arrête de manger et on jeûne. Et puis après, il y a des jeûnes plus ou moins longs en fonction de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez avoir un jeûne où il y a juste l'alimentation, un jeûne où vous jeûnez, vous prenez pas d'eau aussi, un jeûne séquentiel, c'est le jeûne intermittent. Il y a plusieurs types de jeûnes. Et puis après, on peut se poser la question, et c'est ce que j'explique dans l'ouvrage, quand vous jeûnez pas complètement, mais vous prenez quelque chose de très léger, de juste des légumes, 400, 500, 600 calories de légumes, en termes scientifiques, vous jeûnez pas, mais pour votre métabolisme, c'est presque la même chose. Vous jeûnez. Donc c'est très important. Ça s'apparente à un jeûne. Ça s'apparente quasiment en termes métaboliques à un jeûne, et puis ça permet d'avoir une certaine liberté. Oui. Mais si vous prenez des légumes, par exemple, avec du sucre,
qui ont du sucre dedans. Est-ce que c'est jeûné? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les légumes il y a du sucre. Si on prend des carottes, par exemple. Voilà, si on prend ou des tomates, ou des... Tout dépend de la quantité. Mais si vous prenez des carottes ou des tomates, en plus du sucre qu'il y a dans ces légumes, vous aurez des fibres. Et par conséquent, le sucre va être absorbé très, très doucement, ne va pas entraîner de pic d'insuline et par conséquent ne va pas entraîner de processus inflammatoires, un stockage important et aboutir à ce qu'on appelle le syndrome métabolique, la méta-inflammation pour inflammation métabolique, et donc ça va vous protéger. Donc tout dépend de quel sucre vous prenez, en quelle quantité. Mais si alors, c'est vrai que les tomates, il y a la question, est-ce que c'est un légume ou pas? Bon. Je pense que ce n'est pas le problème là, mais le problème c'est si vous prenez des légumes et vous rajoutez du sucre en poudre dessus, là vous allez avoir une élévation rapide de votre glycémie. Si vous prenez du pain blanc, une baguette c'est l'équivalent de 30 morceaux de sucre. Donc une baguette, c'est l'équivalent de 30 morceaux de sucre. Donc une demi-baguette, ça fait 15 morceaux de sucre. Vous aurez un pic de glycémie extrêmement élevé, donc un pic d'insuline élevé. Et si c'est juste ça, votre petit déjeuner, vous aurez faim au bout de 2 heures. Si vous prenez du riz vinaigré, par exemple, qu'on peut trouver dans les restaurants japonais, le riz vinaigré, c'est également un sucre extrêmement rapide. Donc il y a la nature de l'aliment, il y a la façon dont il est cuit, la façon dont il est préparé, qui joue de façon extrêmement importante. Si à l'inverse, vous prenez du pain complet, il y a autant de sucre, mais la nature du sucre n'est pas forcément la même. Le sucre va être associé à des fibres, donc la vitesse de son absorption ne va pas être la même, et les effets sur votre métabolisme seront complètement différents. Donc 30 sucres, c'était pour le pain blanc, la baguette. 30 sucres, c'est pour le pain blanc, la baguette, mais 250 grammes, 1 kg de plumes, 1 kg de fer, ça pèse la même chose. Mais si vous prenez 30 morceaux de sucre rapide ou 30 morceaux de sucre qui vont avoir un index glycémique beaucoup plus bas, vous n'aurez pas le même effet métabolique. Je l'ai appris dans votre livre, et c'est l'une des découvertes les plus surprenantes de ces dernières années, parce que là on parlait justement de sucre. Une calorie absorbée le matin, qu'il s'agisse d'une calorie de graisse, de sucre ou de protéines, ce n'est pas la même chose qu'une calorie prise le soir. Et pourtant, ça reste une calorie. C'est comme le kilo de fer et le kilo de plumes dont je vous parlais. C'est pour ça que je rebondissais là-dessus. Expliquez la différence. Absolument. En fait, là, ça fait intervenir des données scientifiques et médicales extrêmement récentes. C'est de la chronobiologie. Quand vous prenez le même repas le matin ou le soir, en termes caloriques, l'apport calorique métabolique, en fait, va être plus important. Le soir, c'est une différence quand même de l'ordre de plus de 200 calories, alors que vous mangez extrêmement la même chose. Les mécanismes sont complexes, mais font par exemple intervenir les sécrétions hormonales. Le soir, quand vous allez fabriquer de l'insuline le soir, vous allez fabriquer de l'insuline au même moment que l'hormone de croissance dont le pic a lieu en fin de journée ou pendant la nuit, et donc vous aurez besoin de plus d'insuline pour une même calorie, vous aurez un processus inflammatoire plus important, et ce qui veut dire que plus vous allez manger tard, plus vous aurez un processus inflammatoire potentiel qui va apparaître. On peut le décliner aussi sur d'autres mécanismes et d'autres moments. Quelqu'un qui fait un long voyage en avion, qui va avoir un jet lag, va avoir d'autres modifications liées au rythme circadien qui vont apparaître, des modifications de son microbiote. Et après le jet lag, pendant un certain temps, le microbiote va être décalé et va favoriser la survenue d'une résistance à l'insuline, d'un prédiabète. Ce qui montre toute l'importance quand on mange, quand on souhaite faire du jeûne intermittent, de la chronobiologie, du cycle nictéméral. Quand est-ce que je mange et qu'est-ce que je mange? Et c'est pas pareil le matin ou le soir. Et à quel moment je le mange? Toutes les calories donc ne se ressemblent pas et n'ont pas toutes le même effet sur l'organisme. C'est Absolument. Ça qu'il faut comprendre. Donc une calorie du matin, c'est pas la même chose qu'une calorie le soir. Une calorie d'un acide gras anti-inflammatoire type oméga 3, oméga 9 qu'on peut trouver dans l'huile d'olive ne va pas avoir le même effet qu'une calorie d'un acide gras saturé ou hydrogéné. L'un va être anti-inflammatoire, l'autre va être pro-inflammatoire. Une
calories de protéines végétales que vous pouvez trouver dans les pois chiches, que vous pouvez trouver dans les haricots, que vous pouvez même trouver animales dans les œufs ou dans le poisson, ne va pas avoir le même effet qu'une calorie que vous prenez dans la charcuterie ou dans le bœuf. Parce que derrière la calorie, il y a qu'est-ce qui compose cette calorie et les processus au niveau métabolique ne vont pas être les mêmes. La protéine animale ne va pas avoir le même effet qu'une protéine végétale. Et on peut le décliner par exemple sur les compléments alimentaires riches en protéines que prennent les sportifs. C'est pas pareil de prendre un complément alimentaire de sportif pour se faire du muscle que prendre une calorie des protéines végétales. Mais bon, ceci dit, le métabolisme des sportifs n'est pas notre métabolisme. Vous avez raison. Ils peuvent y aller, ils peuvent charger la mule au niveau des calories. Vous parlez des sportifs professionnels, mais j'ai par exemple des étudiants en médecine qui ne savent pas encore tout ça, qui, comme les jeunes, aiment faire du sport et aiment bien se muscler, c'est très à la mode, on va faire son cardio et on va se muscler, et qui se prennent des compléments alimentaires pour se faire du muscle. Ce sont des protéines, c'est ce qu'on appelle des acides aminés branchés ou ramifiés, valine, leucine, isoleucine. Et effectivement, ces acides aminés branchés, ramifiés, vont avoir un effet favorisant la synthèse musculaire. Mais la médecine, la biologie, c'est un subtil équilibre, vont également activer les voies inflammatoires du vieillissement. Et donc, quand c'est juste pour se faire plaisir, moi je déconseille ce type de complément alimentaire. Mais c'est pas parce que je déconseille qu'il faut pas le faire. Je déconseille de prendre du tabac, il y a plein de personnes, de jeunes qui prennent du tabac. Vous le déconseillez parce que ça fait vieillir prématurément. C'est un risque que prennent les personnes, oui, en termes de mécanisme biologique, oui. En consommant chaque jour 100 calories de moins que ses dépenses énergétiques quotidiennes, et à condition que cette économie se fasse le soir, on perd en moyenne 5 kilos à la fin de l'année. Absolument. Ce qui montre aussi que y a toute la on a le droit de faire des écarts, on doit faire des écarts, sinon on va générer des frustrations. Et quand on génère une frustration, on génère une envie, un désir, et c'est tout le contraire de ce qu'on souhaite qu'il se passe, et on arrive à un mauvais résultat. C'est tout le problème des effets yo-yo en fait. Et donc, si de façon progressive, continue, on fait ce qu'il faut de bénéfique pour sa santé, on arrive à un résultat, à un plateau qui va avoir un effet bénéfique sur la santé, effectivement. Alors, votre livre est un livre sur le jeûne intermittent. Quelle est la différence entre un jeûne intermittent et un régime ? Expliquez-nous la différence. Déjà, je ne sais pas ce que c'est qu'un régime. Un régime, dans le lieu commun, c'est quelque chose pour maigrir. Mais en fait, le régime, pour moi, c'est un régime alimentaire, c'est comment je mange. Le régime pour maigrir... Alors, on va dire un régime restrictif. Un régime restrictif pour maigrir. Quand j'ai un patient devant moi, quand vos auditeurs nous écoutent, si je leur dis, vous allez commencer un régime, ils sont tristes, ils sont frustrés, et tout de suite, ça les stresse et ils vont avoir faim. Et donc, ça ne marchera pas. Parce que on est fait comme ça, on a envie de ce qu'on ne peut pas faire. La nature humaine est faite ainsi. Quand vous proposez, par exemple, un jeûne intermittent, vous laissez à la personne qui va se rendre dans ce jeûne intermittent une certaine liberté, puisque ça va être intermittent. Et en dehors de ce jeûne intermittent, la personne va être beaucoup plus libre. L'idéal, quand on veut aller mieux, chez une personne qui a déjà des problèmes de santé, c'est combiner une légère restriction calorique, c'est ce que j'appelle dans le livre la méthode 20%, avec... Qui vous vient de votre père. Qui vient de mon père. Ça, on en parlera après la pub. Vous n'avez rien inventé, vous avez recyclé la méthode de votre père. Absolument, mais moi-même, j'avais des problèmes de poids quand j'étais beaucoup plus jeune. Et vous associez cette restriction calorique modérée à... Donc 20%. 20%, ouais. Un meilleur cycle nictéméral, un meilleur moment où vous prenez vos repas, avec des moments où vous ne prenez pas de repas pour freiner votre sécrétion d'insuline. Et là, vous êtes dans le luxe, c'est bingo sur votre état de santé. Avec le professeur Gabriel Perlemutter qui est avec nous aujourd'hui à l'occasion de la sortie de Jeûner en mangeant aux éditions Flammarion. C'est votre nouveau livre sur un sujet alors dont beaucoup de gens se sont emparés, dont beaucoup de gens parlent. En tout cas, je parle de ceux qui nous écoutent, le fameux jeûne intermittent. Donc, pour être clair, c'est pas quelque chose que vous prescrivez à tout le monde, le jeûne intermittent. Je prescris rien à tout le monde.
de toute façon. Mais c'est quelque chose, quand mes patients ont un début de problème de santé, un prédiabète ou un peu de foie gras, par exemple, l'accumulation de graisse dans le foie, beaucoup de personnes viennent me voir pour ça, ils sont très inquiets, ils ont un mode de vie qui favorise ce type de maladie et ils vont vieillir plus vite. Et donc, j'évoque avec mes patients la façon dont ils mangent et parmi les méthodes que je leur donne, je fais référence au jeûne intermittent. Et ce livre a pour but, et je pense que c'est extrêmement important, de sortir des fake news, des croyances. Moi, je suis ici pour faire de la science, de la médecine. Je n'ai pas de parti pris, est-ce qu'il faut le faire ou pas. J'apporte ici les dernières données médicales et scientifiques, pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est pas bien, et comment il faut le faire pour que ce soit bien et que ça fonctionne. On parlera de pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien dans la dernière partie de cette émission. Vous avez commencé à sauter un repas, le déjeuner, il y a quelques années, par commodité. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez conservé ? En fait, au moment de la période Covid, où c'était vraiment la catastrophe à l'hôpital, tout le monde se retrouvait tout seul. On n'avait pas le droit de manger ensemble. Et donc, avant, je mangeais avec mes infirmières. Et je me suis retrouvé tout seul à mon bureau à manger vite un sandwich pourri. Et au lieu de manger tout seul un truc pourri qui en fait ne calmait même pas mon niveau de satiété et ma faim, j'ai dit allez, j'arrête de manger le midi au lieu de manger de la merde, pour le dire crûment. Et je suis rentré dans ce rythme-là au moment de la période Covid. Et ça a amélioré mon état de santé sur les prises de sang, et donc je suis resté comme ça. C'est un rythme à prendre. Idéalement, c'est pas le déjeuner qu'il faudrait que je saute ou j'allège, c'est plutôt le dîner. Après, pour des raisons sociales, le soir je rentre chez moi, je retrouve mes filles, je retrouve mon chien, et le repas, c'est aussi quelque chose de convivial. Parce que j'ai dit, vous dînez pas avec votre chien. Non, il dîne avant. Oui, c'est ça. Mais il m'accompagne, il est là. D'accord, ouais. Il a ses croquettes. Il a ses croquettes. Et il fait du jeûne intermittent. Mais bon, c'est vrai que vous, donc, ça collait plus à votre vie. Absolument. Et il faut, pour qu'une méthode fonctionne, il faut la coller à son mode de vie, sinon on va à l'échec. Votre chien, c'est Zéphyr. Pour Zéphyr, ceux absolument. qui ne le connaissent pas encore. Alors, vous proposez deux grandes options du jeûne intermittent, mais c'est celle qu'on retrouve. Donc, en gros... Alors, vous avez la méthode 16-8, c'est-à-dire pendant 8 heures, vous avez le droit de manger, et pendant 16 heures, vous jeûnez ou vous prenez 500-600 calories faites quasiment exclusivement de légumes. Et vous avez la méthode 5-2, pendant 5 jours, et ça on pourra en parler, vous êtes libre, et pendant 2 jours par semaine non consécutifs, vous jeûnez. Et vous avez une méthode qui, à mon avis, est moins bonne, plus difficile, et on pourra aussi en discuter. C'est la méthode que les anglo-saxons appellent one meal a day, un seul repas par jour, où là, vous ne mangez qu'une seule fois par jour. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients à adapter au cas par cas, mais de toute façon, pour voir si la méthode fonctionne, on le voit sur son poids, sur sa prise de sang, et on sait si c'est bien ou si c'est pas bien. On ne fait pas tout ça tout seul n'importe comment. Donc la méthode 5-2, donc la première que vous avez évoquée, donc c'est pas 2 jours consécutifs et on fait pas ce qu'on veut le reste du temps. Alors c'est vendu comme ça. Ça veut dire que 2 jours non consécutifs vous jeûnez, 5 jours c'est open bar, vous êtes libre. Parce que c'est ce qui est rapporté dans les études scientifiques. Mais il faut aller plus loin. Les études scientifiques vous disent aussi qu'en fait, lorsqu'on étudie ce que les personnes mangent pendant les 5 jours où c'est open bar, comme les personnes sont rentrées dans un processus où ils font attention à eux puisqu'ils sont dans le jeûne intermittent, d'elles-mêmes, ces personnes-là vont faire attention à ce qu'elles mangent ces 5 jours-là, où c'est en théorie open bar. Donc c'est faux de dire on est complètement libre. On fait quand même attention à soi ces 5 jours-là. C'est ce qui est montré dans les études pour que ça fonctionne. C'est pas cheat meal comme on dit aujourd'hui, to every day. Absolument. Mais néanmoins, comme vous avez 2 jours par semaine où vous jeûnez, donc vous allez diminuer votre sécrétion d'insuline, vous allez augmenter votre production de corps cétonique, vous êtes beaucoup plus libre les autres jours et vous avez le droit et même le devoir de faire ce qui vous fait plaisir. Mais est-ce que c'est suffisant pour augmenter ces corps cétoniques quand on jeûne 2 jours qui ne sont non consécutifs ?
vous allez augmenter vos... Alors les corps cétoniques, c'est une source d'énergie alternative au sucre. Les corps cétoniques commencent à apparaître tout doucement après 10 à 12 heures de jeûne, et puis ils vont augmenter progressivement, un peu plus à 16 heures, beaucoup à 24 heures, encore plus à 48 heures. Mais le but n'est pas d'avoir une citerne de corps cétoniques, le but est d'aller mieux, d'avoir un meilleur état de santé. Et donc, donc il ne faut pas les faire exploser, c'est pas le but, parce que si vous faites exploser vos corps cétoniques et puis après vous mangez n'importe comment, vous allez avoir un rebond d'inflammation derrière. La méthode 16-8, comme son nom l'indique, elle consiste à jeûner pendant 16 heures et à s'accorder une fenêtre de 8 heures pendant laquelle on mange. Quel est l'idéal pour que ça fonctionne, enfin pour que l'effet soit optimal sur l'organisme ? Il y a deux idéaux. Il y a d'une part l'idéal le plus important, c'est celui qui est compatible avec votre mode de vie. Idéalement, c'est ce que je devrais faire. Moi, je ne le fais pas. Moi, je prends le petit déjeuner et le dîner. Donc, ça me fait 12, 13, 14 heures sans manger. Idéalement, il faut un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince, un dîner pauvre, ou de pauvre, on peut dire les deux, parce que les calories ont moins de valeur le matin, et en termes de biorhythme, c'est beaucoup plus simple de manger le matin. Ce qui veut dire que dans un monde idéal tel qu'il est publié, la méthode 16-8, c'est un grand petit déjeuner, un déjeuner normal, et puis après une petite collation vers 15-16 heures, et le dîner très allégé, juste quelques légumes par exemple. Mais vous faites quand même 3 repas dans ces cas-là alors, en gros. Oui, vous avez vos 8 heures pour manger, vous pouvez faire... Moi j'ai vu qu'il fallait absolument supprimer un repas dans le jeûne intermittent, donc c'est pour ça que... Idéalement, vous avez raison, idéalement, je ne dîne pas, j'arrête à 15-16 heures. Après, c'est difficile de ne pas dîner, et donc moi... même les études montrent que pendant la période de jeûne, si vous prenez 500 calories de légumes, tout se passera bien. Alors, quels sont les bénéfices du jeûne intermittent pour l'organisme ? Les bénéfices sont vraiment importants en termes de ce qu'on appelle méta-inflammation, inflammation métabolique. Vous allez diminuer votre poids, vous allez diminuer le taux de sucre, l'insuline, le cholestérol, les triglycérides, la pression artérielle, d'autres protéines de l'inflammation, et ces améliorations-là sont associées à une amélioration de l'espérance de vie. Ça, c'est bien montré chez les animaux, parce c'est compliqué de le montrer chez l'homme, parce que l'homme a une espérance de vie qui est longue, et a un meilleur métabolisme. On teste quoi, sur les souris ? Sur les souris, aussi sur des espèces de poissons qui ont des durées de vie extrêmement courtes, et donc quand vous augmentez la durée de vie d'une espèce qui a une durée de vie courte, c'est beaucoup plus facile à mesurer que chez quelqu'un qui a une espérance de vie de l'ordre de 80-90 ans, puisque quand on augmente un animal qui a une espérance de vie de 1 an, si vous l'augmentez de 30%, vous le voyez très vite. Donc c'est pour ça qu'on utilise des modèles animaux. Alors vous avez l'habitude, si vous jeûnez pendant le mois du Ramadan, donc pendant le Ramadan, il y a ce qu'on appelle la rupture du jeûne. Et le jeûne intermittent, puisque c'est un jeûne, c'est un jeûne qui se rompt. Alors l'idéal, avec quoi on rompt le jeûne intermittent ? C'est très important ce que vous dites. La façon dont on rompt le jeûne va avoir des effets différentiels en fonction de la façon dont vous allez vous réalimenter. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles on peut voir certaines personnes, en particulier sur les réseaux sociaux, qui vont être contre le jeûne ou pour le jeûne, parce que il y a des associations qui sont faites et qui ne sont pas réelles scientifiquement. Pour rompre un jeûne, si vous rompez un jeûne avec une alimentation trop riche en sucre, en pâtisserie, et je pense au Ramadan en particulier, ou trop riche en graisse, vous allez avoir un rebond d'une sécrétion d'insuline, donc un rebond de l'inflammation, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Alors pour le Ramadan, la rupture du jeûne se fait avec des dates, ou des pâtisseries. Non, c'est pas la rupture du jeûne, ça c'est à la fin du repas. Je connais pas de gens. Alors Gabriel Perlemuter, vous allez venir manger avec nous pendant le mois du Ramadan. Je ne connais personne qui rompe le jeûne avec une pâtisserie. Non, mais vous avez un repas qui est sucré, qui est sucré, et quand vous rompez le jeûne avec du sucre, la première bouchée va aboutir à une sécrétion brutale d'insuline et à un rebond d'inflammation. Donc il faut rompre le jeûne avec des aliments
peu sucré ou un sucre avec un index glycémique bas. Et idéalement, riche en fibres. D'accord. Alors ça correspond à quel type d'aliments ? Par exemple, vous pouvez prendre, si vous aimez ce qui est sucré, du pain complet. Vous pouvez prendre des légumineuses, des légumes. Et puis si vous aimez ce qui est sucré, eh bien, dans ce cas-là, vous mettez vraiment de façon juste pour vous colorer un peu de miel, un peu de confiture. Mais c'est vraiment juste pour colorer. Il faut y aller tout doucement pour éviter ce rebond d'inflammation. Et c'est pour ça aussi que les études scientifiques, beaucoup d'études ont été faites sur le ramadan, sont contradictoires quant à l'effet bénéfique sur la santé du ramadan. Oui, puis c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y a des gens que ça fait maigrir et des gens que ça fait grossir. Et vous, évidemment, vous voyez que des patients que ça fait grossir. Absolument, parce que moi, il y a un biais de recrutement puisque les personnes viennent me voir quand elles ont des problèmes de santé. Vous avez raison. Ouais. Ceux qui sont contre le jeûne intermittent, vous dites que dans un premier temps, ça vous fait perdre du poids et qu'ensuite, ça vous en fait reprendre. Absolument. Tout dépend comment vous le faites. Si vous le faites pas bien, si vous rompez le jeûne pas bien, si vous décidez de sauter le petit déjeuner au lieu d'alléger le dîner, le jeûne intermittent fonctionnera ou beaucoup moins bien, ou ne fonctionnera pas, ou entraînera un effet rebond, un effet yo-yo. Si il n'y a pas un effet plateau au bout d'un moment où Tout ce qu'on fait en médecine a un effet plateau. Alors, l'effet plateau pour tout le monde ? L'effet plateau, c'est-à-dire vous faites quelque chose et puis vous allez arriver au maximum d'efficacité, vous allez avoir un autre plateau. Ça peut être, vous décidez de perdre du poids, vous allez perdre 5 kilos, vous aurez beaucoup de mal à perdre plus. Mais c'est aussi, par exemple, quand vous décidez de prendre un traitement pour faire baisser votre pression artérielle, vous allez avoir un plateau un peu plus bas. Quand vous prenez un traitement pour faire baisser votre cholestérol, vous partez de 2,80 g, vous allez le descendre à 2 grammes. Vous aurez à nouveau un plateau et pour descendre encore plus, il faut augmenter la dose du médicament. Et donc, pour le jeûne intermittent, vous allez aussi avoir un plateau d'efficacité. Et puis après, si vous voulez aller encore mieux, il faudra d'autres outils ou une restriction calorique en plus du jeûne intermittent ou un médicament supplémentaire. Au final, c'est pas le jeûne intermittent qui fait perdre du poids, mais c'est la restriction calorique. Pas du tout. Non. C'est les deux à la fois. On a vu d'ailleurs que les effets sont quasiment équivalents entre les deux et que les calories n'ont pas la même valeur en fonction du moment où vous les prenez. Et c'est l'effet vraiment, les deux se potentialisent l'un l'autre. Et nous parlons aujourd'hui du jeûne intermittent avec mon invité, le professeur Gabriel Perlemutter, qui publie un livre sur le jeûne intermittent, Jeûner en mangeant, aux éditions Flammarion. Vous commencez ce livre justement par les marqueurs du vieillissement. Alors il y en a 12, on va peut-être pas s'arrêter sur les 12. Déjà, pourquoi vous vous posez cette question de pourquoi vieillit-on ? Quel rapport avec le jeûne ? Alors, ce qui est intéressant, pourquoi vieillit-on ? Les mécanismes du vieillissement sont multiples. Et par rapport l'inflammation métabolique, en fait, la malbouffe entraîne une accélération de tout ce processus du vieillissement. Et c'est la raison pour laquelle je commence l'ouvrage avec les piliers du vieillissement, pour montrer que quand on fait attention à son alimentation, à la qualité de ce qu'on mange, à la quantité de ce qu'on mange, à l'horaire auquel on mange, d'où le jeûne intermittent, eh bien on va être capable d'agir sur tous ces processus du vieillissement. Il y a en 2024 aucun médicament qui est capable de faire ça. Et ça veut dire que en faisant attention à son alimentation, on est capable de vivre mieux et plus longtemps, d'agir sur tous ces piliers. Même la télomérase ? On va réduire possiblement, il n'y a pas d'études vraiment qui ont été faites là-dessus, sur les télomères, mais il y a tellement d'autres facteurs. Vous avez l'autophagie, vous avez la méthylation de l'ADN. On peut s'arrêter sur l'autophagie, parce que ça, c'est un sujet important. Qu'est-ce qu'on appelle l'autophagie ? L'autophagie, en fait, c'est un processus qui permet à l'organisme, entre guillemets, c'est très joli, de se manger lui-même. Ça veut dire qu'il détruit lui-même les cellules malades, les cellules inflammatoires, les produits issus du stress oxydant. Et donc, en détruisant ça, il se protège. Quand vous avez une diminution de votre autophagie, tous ces composés toxiques, en fait, vous les éliminez moins bien et vous allez vieillir plus vite. C'est très compliqué d'agir sur l'autophagie. Il y a quelques médicaments qui le font, et surtout, on peut le faire nous-mêmes en améliorant notre alimentation, notre mode de vie. Donc, finalement, manger moins, ça améliore l'autophagie. Manger moins, manger mieux et manger pas à n'importe quelle heure, ça améliore l'autophagie. Mais par exemple, quand on est en état de jeûne... Ça améliore l'autophagie, absolument.
Et comment est-ce qu'on peut prolonger les effets alors ? Pour prolonger les effets de l'autophagie, les leviers que vous avez, c'est uniquement... Non, c'est pas uniquement, c'est la façon dont vous mangez, Oui. l'heure à laquelle vous mangez. L'activité physique peut aussi agir sur l'autophagie. Si vous mangez, si vous laissez un temps suffisant sans manger, d'où l'intérêt du jeûne intermittent, vous allez augmenter votre autophagie. Si vous mangez qualitativement mieux, c'est-à-dire moins d'aliments pro-inflammatoires, vous allez améliorer votre autophagie. Et donc, le corollaire de ça, on ne peut pas le démontrer chez l'homme, mais c'est presque une porte qu'on enfonce, c'est que vous allez améliorer votre espérance de vie et vous allez limiter le risque de faire des maladies liées au vieillissement ou les retarder le plus possible. Et ces maladies liées au vieillissement, le vieillissement, c'est une inflammation progressive qui apparaît et quand on mange mal, on accélère cette inflammation. Quand on parle d'autophagie, on parle souvent de cancer quand même. Absolument. Et donc là, c'est très ambivalent parce que... C'est vrai que c'est un sujet qui a été très popularisé par justement les... C'est très compliqué l'autophagie, même pour les chercheurs, c'est très compliqué. Quand vous activez votre autophagie, vous détruisez les composés toxiques... Voilà, mais en même temps, quand on active trop l'autophagie dans un cancer, on pourrait peut-être aggraver le cancer. Enfin bon, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a quelques célébrités qui se sont fait avoir par ça. Oui, absolument. C'est quelque chose de très compliqué, l'autophagie, même pour les chercheurs. Qui se sont mis à jeûner et atteintes de cancer, qui ont beaucoup jeûné en pensant que ça allait avoir un impact sur leur maladie. Ça n'a pas été le cas. C'est très important ce que vous dites. Je ne dis pas qu'il faut jeûner, je dis que c'est du jeûne intermittent. Et là, on confond... le jeûne, on arrive à des carences, et le jeûne intermittent, on n'arrive pas à des carences. Le jeûne, tel que vous le rapportez, on arrive à une dénutrition et on va s'aggraver. Le jeûne intermittent, vous n'allez arriver à aucune dénutrition, sous réserve évidemment que vous ne proposiez pas ça à une personne âgée, à une personne qui a un diabète de type 1, à une femme enceinte, à une femme qui allaite, à une femme qui souhaite avoir un enfant en période de croissance. Évidemment, c'est évident. Ce que vous venez de donner, ce sont les contre-indications au jeûne intermittent. C'est évident. Et il ne faut pas confondre le jeûne intermittent avec le jeûne qui aboutit à une carence et à la grève de la faim. Et la nature, la médecine, la biologie a horreur des extrêmes. Avec l'âge, l'autophagie d'ailleurs vieillit, c'est une fonction qui diminue. Comme la plupart des fonctions de notre organisme, oui absolument, on s'abîme et c'est pour ça aussi qu'on a un risque plus important de développer un cancer en vieillissant. Quand on pratique un mode de jeûne, on active l'autophagie, notamment en inhibant la voie dite de la rapamycine. Oui. Nouveau mot, donc vous expliquez. Oui, en fait, ce sont des voies qui sont activées lors des processus du vieillissement, des processus inflammatoires, et cette voie-là est inhibée par le jeûne, et ce qui est très intéressant pour rassurer vos auditeurs, par certains médicaments, comme la metformine, qui est un vieux médicament qu'on donne dans le diabète, et qui, à mon avis, est une excellente molécule pour ralentir le vieillissement. Et des études sont en cours pour l'évaluer chez l'homme dans cette indication. Mais c'est très logique. Mais elle est utilisée, elle commence à être utilisée, voilà. Absolument. Comme souvent, les molécules sont détournées de leur usage principal. Alors il faut absolument. Et encore une fois ici, moi je suis là en tant que médecin et scientifique, c'est pas des paroles en l'air. En toute rigueur, il faudrait montrer que son utilisation chez l'homme, non pas dans le diabète où là on a le droit de l'utiliser. Pour l'instant, il n'y a pas d'indication en dehors du diabète. On sait néanmoins dans les études que la metformine va ralentir les voies associées au vieillissement, donc on peut espérer le vieillissement, va limiter chez les personnes que je vois qui ont un surpoids, de la graisse dans le foie, le risque de greffe d'un carcinome et pas d'un cancer du foie. Donc c'est une bonne molécule. On va percer les secrets de notre biorhythme. Qu'est-ce que c'est le biorhythme ? Le biorhythme, en fait, c'est le rythme naturel des différentes fonctions de l'organisme. Et il ne se passe pas la même chose dans notre organisme à 8 heures du matin, à midi, le soir, quand on dort. J'aime bien dire, quand j'ai des jeunes
patients, j'en ai pas beaucoup, mais de bien dormir, parce qu'en fait on grandit en dormant, l'hormone de croissance est synthétisée quand on dort, d'où l'intérêt d'avoir un bon sommeil. Quand vous avez un mauvais sommeil, vous allez activer les processus de l'inflammation. Quand vous mangez tard le soir, quand vous vous levez pour manger la nuit, le biorhythme fait que vous générerez un processus inflammatoire, donc choisissez bien dans ce cas-là ce que vous souhaitez manger. Et quand vous respectez votre biorhythme, eh bien, vous irez, vous mettez toutes les chances de votre côté pour être en meilleure santé. Il faut être calé sur le rythme de nos hormones. Absolument. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues que vous faites sauter dans votre livre. Vous avez parlé tout à l'heure du cholestérol. Notamment, on a beaucoup dit que finalement, le jaune d'œuf, par exemple, il ne fallait pas en manger quand on avait du cholestérol. Oui, alors il y a beaucoup de lieux communs qui sont dits. Le cholestérol, 75 à 80% du cholestérol qui circule dans notre sang provient du foie, de sa fabrication, de son épuration, et seulement 20-25% de notre alimentation. Par conséquent, retirer le cholestérol de son alimentation, c'est-à-dire le jaune d'œuf, la cervelle, les abats, ça ne sert pas à grand-chose. Le cholestérol augmente en fonction de notre alimentation, surtout quand on est en surpoids, par l'intermédiaire d'une augmentation des triglycérides. Et les triglycérides, ils sont fabriqués à partir du sucre qu'on mange, et le sucre, c'est pas juste le sucre du café, c'est tous les féculents, donc en fait c'est très compliqué, les graisses, et dire simplement j'ai du cholestérol, je mange pas de cholestérol, ça c'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, quand on a un début de méta-inflammation, un prédiabète, il est extrêmement important de faire attention à son alimentation, et c'est pas le cholestérol qu'il faut limiter, ce sont les sucres au sens large, c'est les féculents, pain, pâtes, riz, pommes de terre. Je ne dis pas de ne pas en prendre, surtout il faut en prendre, mais en prendre un peu moins à un meilleur moment de la journée. Ne pas éviter les jus de fruits, éviter les sodas, mais ça ne veut pas dire ne pas prendre de fruits, au contraire ça veut dire prendre des fruits complets. Manger les fruits, alors vous conseillez le jus de tomate à la place des jus de fruits le matin? C'est pas tout à fait exact. C'est pas comme ça que je le dis. Non, vous le dites pas comme ça, mais vous dites que finalement de tous les jus, celui que vous préférez, c'est le jus de tomate. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Je dis qu'à la place de boire un jus de fruits, on prend une pomme, des myrtilles ou on mange une orange, et pas en jus, on le prend. Le jus de tomate, c'est plus chez les personnes qui ont besoin à l'apéritif de prendre un peu d'alcool ou un soda. Au lieu de prendre ça, qui sont soit riches en alcool, en éthanol qui est toxique, potentiellement très toxique chez certaines personnes, pas chez toutes, soit riche en sucre, qui est lui aussi potentiellement toxique chez certaines personnes, on peut très bien prendre un jus de tomate. Le jus de tomate est très peu sucré. Le jus de tomate, on peut le regarder, il est beau, on peut le goûter, il est bon, on peut rajouter dedans un peu de sauce. Du tabasco, du Worcester, du poivre. Donc ça prend du temps de le prendre, on se fait plaisir, et c'est une bonne transition pour le repas pleine conscience, et donc on prend plaisir à ce jus de tomate, et donc c'est effectivement une boisson que je recommande à la place de jus de fruits ou de boissons alcoolisées pour les personnes qui ne peuvent pas en prendre. Parmi les détracteurs du jeûne intermittent, ce qu'on dit sur lui, c'est qu'il fait perdre des muscles. Alors, c'est exact et faux, tout dépend comment on le fait. Quand vous faites du jeûne intermittent, vous allez prendre sur vos réserves, une fois que vous aurez épuisé le stock de sucre qui est dans le foie, un petit peu dans les muscles. Et ça, on puise sur ces réserves pendant 12 à 16 heures. Si vous jeûnez plus, effectivement, vous allez puiser sur votre gras et vous serez content, ou sur vos muscles et vous serez moins content. Et donc, pour lutter contre cet risque de perte musculaire, il faut faire un peu d'exercice physique. C'est pas forcément aller faire 500 km en courant ou 200 km à vélo. Vous faites le tour de votre pâté de maison, je sors Zéphyr, donc vous sortez votre chien, vous faites un peu d'exercice en prenant les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, vous vous garez un peu plus loin pour faire marcher les cellules souches musculaires et ne pas perdre du muscle. Quand vous avez plus de 70 ans, il y a un risque de fente musculaire dans le cadre du processus du vieillissement, et il est très important de bouger pour ne pas perdre de muscle. La sarcopénie.
Tiens, dernière, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais ceux qui accusent le jeûne intermittent de tous les maux disent que finalement, c'est un jeûne qui ne nettoie pas l'organisme et que c'est faux de le dire. Alors ça c'est exact, ça ne veut rien dire nettoyer l'organisme. Moi-même j'ai jamais pris une éponge et du pec citron pour nettoyer mes patients. En revanche, ce que fait le jeûne, c'est puiser sur les réserves de l'organisme. Et c'est intéressant quand on a des réserves en trop de gras. Le gras c'est un réservoir d'essence, c'est un stockage d'énergie. Ça vous permet de déstocker votre énergie. Et le jeûne intermittent est une des méthodes qui vous permet de déstocker cette énergie. Bon, la suite est dans votre livre, Jeûner en mangeant, professeur Gabriel Perlemutter, chez Flammarion, spéciale dédicace à votre maman qui nous écoute, à Ginette, votre nounou, et à Zéphyr qui peut-être nous écoute également. Avec plaisir, et sûrement il vous écoute, Ginette. Ah oui, c'est vous. Et sûrement Ginette, tout le monde vous écoute. Non, voilà. Ginette vous écoute. Ginette, ma nounou vous écoute, voilà, ma maman. J'étais étonné que vous aviez encore votre nounou, vous voyez. Ouais, voilà, j'aime beaucoup ma nounou, alors elle s'occupe moins de moi maintenant, ma nounou. Mais c'est vrai ouais, vous voulez qu'on en parle? Un petit peu moins de moi, oui. Bien, vous écouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.